Penser Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Penser le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Bonjour, bonsoir, c'est Nordine. Bienvenue sur l'émission Penser le monde. Penser avec un A. Dans cette émission, je vous propose d'analyser des actualités politiques, au niveau national ou bien au niveau international, à travers le prisme de la philosophie, pour essayer d'en comprendre les enjeux. Le principe de l'émission, c'est qu'en première partie, je vous présente une actualité, le qui, le quoi, le comment, le où, je vous décris la situation, puis j'essaye d'analyser cette actualité-là en utilisant une théorie ou un concept philosophique. En deuxième partie, je m'entretiens avec un invité issu du monde de la recherche universitaire, un professeur ou un doctorant, pour qu'il nous présente ses travaux de recherche et essaye d'appliquer son expertise dans une analyse de l'actualité que nous étudions dans l'épisode. Pour rappel, en novembre dernier, nous avions parlé du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Et avec mon invité Charles Ramon, qui est professeur des universités, spécialiste de la pensée de Spinoza, nous nous étions interrogés sur l'état de notre démocratie française. Nous nous étions ainsi demandé si le fait que les députés semblent se concentrer de plus en plus sur des débats portant sur le budget, la dette, les recettes, les mesures financières à adopter, bref, le quantitatif, cela peut signifier que notre démocratie est devenue un régime de calcul. Je vous invite à réécouter cet épisode de novembre, très intéressant, et qui est en podcast sur le site de Radio Campus. Aujourd'hui, je n'aurai pas d'invité, et vous n'entendrez que ma voix. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre et de finaliser cette analyse en vous parlant du projet de loi de finances pour 2026, qui est, vous le savez, débattu depuis 4 mois au Parlement et qui a été finalement adopté par l'utilisation de l'article 49.3. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait promis de laisser l'Assemblée débattre, mais il a finalement décidé d'imposer un budget par la force. C'est pourquoi nous nous poserons aujourd'hui cette question. L'équilibre des pouvoirs en France, tout particulièrement entre le législatif et l'exécutif, est-il en danger ? Y a-t-il un déséquilibre institutionnel ? Un déséquilibre grandissant, donnant un pouvoir toujours plus important au gouvernement au détriment du Parlement ? Et si tel est le cas, est-ce un signe d'une fragilisation de notre démocratie ? J'utiliserai la pensée politique de Montesquieu, et notamment son principe de la séparation des pouvoirs, pour essayer d'apporter une réponse philosophique à cette interrogation politique. Penser le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Entrons dans l'analyse philosophique de notre actualité politique. Fin janvier, après 4 mois de discussions parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2026, au cours desquels les parlementaires n'ont pas réussi à trouver de compromis, le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé d'appliquer le 49.3 pour faire passer en force le budget, alors même qu'il avait précédemment promis de ne pas utiliser cet article. Cette procédure permet au gouvernement d'annuler les débats à l'Assemblée sur le texte de loi, qui est adopté sans vote et dans sa version initiale, tout en engageant la responsabilité du gouvernement. Les députés Rassemblement National et la France Insoumise ont donc décidé chacun de déposer des motions de censure. Pour résumer, côté LFI, on reproche au Premier ministre d'imposer un budget qui pèse sur les travailleurs, qui sacrifie le service public tout en épargnant les grandes fortunes et les multinationales.
Côté RN, on accuse le Premier ministre d'imposer un budget qui diminue le pouvoir d'achat des Français, aggrave le déficit des comptes publics, tout en ne prenant aucune mesure pour réduire le coût de l'immigration. Malgré tout, ce lundi 2 février, les motions de censure de LFI et du RN n'ont pas été adoptées, notamment grâce à l'abstention du Parti socialiste, qui, en échange de quelques concessions du Premier ministre, s'est engagé ces dernières semaines à ne pas censurer. Sébastien Lecornu n'a donc pas été renversé par l'Assemblée, et le projet de loi de finances pour 2026 est appliqué de force, sans vote parlementaire, dans la version proposée initialement par le gouvernement. Voici quelques mesures emblématiques que ce budget de l'État pour 2026 met en place. Les repas pour tous les étudiants vont passer à 1 euro. Il ne sera désormais plus possible de financer le permis de conduire avec les points cumulés sur le CPF. Les étrangers résidant en France ne bénéficieront plus des APL. La prime d'activité versée aux salariés les plus modestes va augmenter de 50 euros. Les petits colis seront taxés à 2 euros. Et enfin, le budget de la défense va augmenter de 6,6 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est moins le fond de ce budget que sa forme, la manière dont il a été adopté. En effet, alors que le Premier ministre avait promis cet automne dernier qu'il laisserait les parlementaires débattre à l'Assemblée, c'est finalement avec l'utilisation du 49.3 que Sébastien Lecornu a décidé de faire passer en force le PLF. On pensait à tort que le Premier ministre avait décidé, comme il le disait lors de son discours de politique générale devant les députés cet automne dernier, de laisser l'Assemblée débattre et légiférer. Écoutons ce qu'il disait cet automne. Le gouvernement présente le budget qu'il estime souhaitable. Le Parlement l'examine, le discute, le modifie. C'est sa liberté. Et 149.3, sans majorité absolue, le Parlement aura le dernier mot. Eh bien donc, finalement, le Premier ministre a décidé de revenir à un recours à la force pour faire passer ce budget. Et voici comment il justifiait ce choix il y a encore quelques semaines. Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. Alors je le fais avec un regret, déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu, et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Depuis 2022, donc ces 4 dernières années, pas moins de 31 articles 49.3 ont été utilisés par des premiers ministres pour faire adopter des textes sans passer par le vote des députés. 31 articles depuis 2022. Alors qu'entre 1993 et 2022, c'est-à-dire en 30 ans, on recense seulement 13 utilisations de l'article 49.3. Un autre chiffre parlant, sous la Ve République, ces 60 dernières années, 120 articles 49.3 ont été utilisés par des premiers ministres. Mais rien que depuis 2022, si l'on calcule en pourcentage la part des articles 49.3 utilisés par les premiers ministres, cela représente plus de 15% de ce total. 15% du total des articles 49.3 en seulement 4 ans. Ainsi donc, ces dernières années, on peut se rappeler que le 49.3 a été utilisé notamment par Elisabeth Borne pour forcer l'adoption de la réforme des retraites en 2023, et ce, malgré la contestation d'une majorité de citoyens, mais aussi par Michel Barnier en 2024,
et par François Bayrou en 2025 pour essayer d'imposer le projet de loi de finances sans les amendements des députés, avant d'être, comme on s'en rappelle, tous deux finalement renversés par une motion de censure. Et enfin, dernièrement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a lui aussi fait passer de force le projet de loi sur le budget de l'État. Il est donc clair que nous pouvons constater dans l'histoire récente de notre Ve République une tendance à la banalisation et à une généralisation du 49.3. Mais comment peut-on interpréter cette tendance ? Ne peut-on pas voir dans cette évolution un signe d'un déséquilibre croissant dans la séparation des pouvoirs ? L'exécutif est-il en train de monopoliser le pouvoir au détriment du législatif ? Et si tel est le cas, est-ce un danger pour notre démocratie ? Pour répondre à cette question, revenons à la théorie de la séparation des pouvoirs développée par Montesquieu au XVIIIe siècle et tâchons de comprendre quel danger une concentration des pouvoirs peut faire peser sur notre démocratie. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Le philosophe politique Montesquieu, qui s'inspire en fait très largement de John Locke, développe la théorie de la séparation des pouvoirs dans son traité de l'esprit des lois, publié en 1748. On appelle cette théorie séparation des pouvoirs, mais en réalité, il s'agit plutôt d'un équilibrage des pouvoirs. Selon Montesquieu, il faut éviter que le pouvoir législatif, c'est-à-dire le fait de construire des lois, le pouvoir exécutif, qui correspond à l'exécution de la loi, ainsi que le pouvoir judiciaire, le fait de trancher sur l'application de la loi dans des cas particuliers, ne soient concentrés dans un seul homme ou un seul organe politique, car une monopolisation des trois pouvoirs conduit inévitablement à un régime autocratique et à des abus. Pour être plus précis encore, Montesquieu ne propose pas de trancher nettement et de séparer complètement ces trois pouvoirs, mais il préconise dans son traité de l'esprit des lois de mettre un équilibre subtil de contrebalance entre les pouvoirs. Il écrit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, c'est-à-dire que le législatif, l'exécutif ainsi que le judiciaire doivent pouvoir chacun s'arrêter et se mettre des limites. Un des dangers qu'il souligne dans le déséquilibrage de ces trois pouvoirs, c'est cela que nous allons voir aujourd'hui. Ce danger, c'est lorsque l'exécutif prend le pas sur le législatif. Il écrit, je cite, « Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté. Parce qu'on peut craindre que le même monarque ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. » Ainsi, selon Montesquieu, ce qui garantit la liberté dans un État, c'est que le pouvoir législatif ne se confond pas avec le pouvoir exécutif. Autrement dit, les députés doivent pouvoir voter des lois de manière indépendante, sans être contraints par le gouvernement, tandis que les ministres, dont le rôle est avant tout de mettre en application la loi, ne doivent pas remplacer les députés et produire des lois qu'ils exécuteront ensuite. Bien sûr, en France, on le sait, cette séparation nette entre exécutif et législatif n'existe pas de manière absolue, et notre Ve République propose plutôt un équilibre subtil en donnant au gouvernement la possibilité de proposer des lois qui doivent être débattues, amendées et validées par le Parlement, comme par exemple chaque année pour le projet de loi de finances. Mais aussi, nous donnons au gouvernement
la possibilité d'imposer des lois par ordonnance ou via l'article 49.3. Et pour rééquilibrer ce pouvoir coercitif, le Parlement peut renverser le gouvernement par une motion de censure, dans le cas où les députés estiment que le gouvernement abuse de son pouvoir de légiférer. Ainsi donc, en principe, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne sont pas absolument séparés, mais plutôt interdépendants et complémentaires. Cependant, avec les récentes utilisations massives et abusives du 49.3 par les gouvernements d'Elisabeth Borne, de Michel Barnier, de François Bayrou et maintenant de Sébastien Lecornu, il semble que l'on assiste à un déséquilibre croissant entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. En fait, on observe une tendance à la concentration et à la monopolisation du pouvoir par le corps exécutif, c'est-à-dire par le gouvernement, au détriment du corps législatif, du Parlement. Non seulement le gouvernement a recours de plus en plus à l'article 49.3 pour court-circuiter les débats à l'Assemblée et donc retirer au corps législatif sa capacité de débattre et légiférer, mais plus encore, la dissolution de l'Assemblée imposée en juin 2024 par le président, le chef de l'exécutif donc, a eu pour résultat de créer une assemblée sans majorité, qui est presque aujourd'hui incapable de proposer et faire voter des lois. En quelque sorte, le gouvernement s'accapare le pouvoir législatif, dont le Parlement est privé. L'équilibre des pouvoirs n'est plus de mise. Là où Montesquieu nous prévenait au XVIIIe siècle qu'il fallait absolument donner une certaine indépendance à la puissance législative vis-à-vis de l'exécutif, nous sommes aujourd'hui, en 2026, dans une situation où le corps législatif n'a plus de puissance de voter, à cause de la fragmentation politique provoquée par la dissolution voulue par le chef de l'exécutif. Tandis que le corps exécutif, de son côté, le gouvernement, s'habitue de plus en plus à l'utilisation de l'article 49.3 qui lui permet au final d'imposer ses lois, de s'accaparer à la place du Parlement le pouvoir de faire la loi, accomplissant le scénario que Montesquieu redoutait il y a 3 siècles. La puissance législative est aujourd'hui réunie à la puissance exécutrice.
pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Le principe de la séparation des pouvoirs, développé par Montesquieu dans son traité de l'esprit des lois, a été inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est un principe fondamental de notre démocratie française qui permet de garantir la liberté politique. En effet, si les pouvoirs tendent à se concentrer dans un seul organe politique, l'État tombera inévitablement dans une forme d'autoritarisme, voire de despotisme. Montesquieu écrit dans De l'esprit des lois « Il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée par la puissance légitime et de l'exécutrice. » Autrement dit, si la séparation des pouvoirs n'est pas respectée, les citoyens ne sont pas libres politiquement. Il est donc possible d'interpréter cet usage abusif de l'article 49.3 par les récents gouvernements comme un signal inquiétant qui pourrait indiquer une déliquescence de notre démocratie parlementaire, fondée notamment sur un équilibre des pouvoirs entre le Parlement, le président et son gouvernement, ainsi que la justice. Si le gouvernement utilise encore dans les mois à venir l'article 49.3 pour forcer l'application de textes de loi en court-circuitant le vote des députés, cela risque de devenir, si ce n'est pas déjà le cas, une habitude institutionnelle. Et cette habitude institutionnelle signifierait un bouleversement, une rupture dans l'équilibre des pouvoirs. Le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, pourrait continuer dans les semaines et les mois à venir à imposer de plus en plus ces textes de loi sans les faire amender, sans les faire valider, sans les faire débattre par l'Assemblée, qui pourtant est censée détenir ce pouvoir législatif. Et dans cette configuration, on peut craindre que les députés perdent leur capacité de faire la loi, et que ce soit désormais le gouvernement qui s'accapare le pouvoir législatif, avec, en plus, leur pouvoir d'exécuter ces lois. Démocratiquement, cela signifierait, dans une telle configuration, que la voix du peuple, censée être représentée par les députés à l'Assemblée, n'aurait plus aucun poids législatif, et que désormais, seul le gouvernement s'accaparerait le pouvoir de légiférer, donc de choisir les orientations politiques du pays à travers des outils juridiques de coercition tels que le 49.3 ou les ordonnances, tandis que la voix du peuple, exprimée à travers les urnes aux élections législatives notamment, ne se traduirait plus à l'Assemblée par des votes correspondant à cette voix du peuple. Puisque dans cette configuration, en effet, le corps législatif serait en quelque sorte privé de son pouvoir par l'exécutif. Ainsi donc, nous pouvons comprendre aujourd'hui que ce qui se cache derrière cette utilisation répétée de l'article 49.3 n'est pas seulement une violence politique, comme certains le disent, ou une forme d'autoritarisme, et quelque chose à critiquer un peu rapidement, mais c'est un signe profond concernant notre démocratie. En fait, comme on vient de l'analyser, notre démocratie française, très inspirée des principes de Montesquieu, mais aussi bien sûr de Rousseau et d'autres penseurs, mais en tout cas concernant la séparation des pouvoirs, ou plutôt l'équilibre des pouvoirs, nous nous inspirons directement de Montesquieu, eh bien notre démocratie est en fait aujourd'hui en danger. Le pouvoir législatif a été privé de son pouvoir et l'exécutif utilise de plus en plus le pouvoir législatif qui est censé être utilisé par le gouvernement de manière exceptionnelle.
Voilà ce que nous pouvons comprendre en reprenant la théorie de Montesquieu et en analysant cet événement du PLF ayant été voté par 49.3, ou plutôt imposé par 49.3. J'espère que cette analyse vous aura fait réfléchir à l'état de notre société, de notre démocratie. N'hésitez pas à chercher, lire, réfléchir sur toutes ces questions. J'espère que j'aurai pu développer une analyse claire de cette actualité à travers Montesquieu. Et je vous remercie d'avoir écouté cette émission. C'était Nordine. Vous pouvez retrouver cet épisode en rediffusion sur le site de Radio Campus Paris. Et rendez-vous le vendredi 6 mars pour notre prochain épisode, dans lequel nous aborderons une politique internationale. En attendant, prenez soin de vous. Penser Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Penser le monde quand les actualités politiques